RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. L'invitée que nous recevons ce vendredi 18 novembre, nous souhaitions la recevoir depuis fort longtemps. Fille d'un ouvrier algérien et d'une mère au foyer, elle est née à Douai, mais elle a passé toute son enfance à Moselle, en Moselle, à Rombat puis à Voipy. Puis elle est venue à Nancy pour ses études, ville où elle s'est installée. Elle est maman de 3 enfants. Elle protège sa vie privée, donc c'est pour ça qu'on n'en dira pas plus, et c'est tout à son honneur. Elle est surtout connue pour avoir été députée de Nancy, première circonscription entre 2012 et 2017, et depuis 1 an et demi, elle est présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Shahinez Kirouni. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Très bien. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. À la lumière de votre parcours, que je vais redresser dans quelques instants, déjà, une question directe. Est-ce que vous imaginez comme une exception consolante, selon l'expression du philosophe Alain, ou comme le produit de l'égalité des chances qu'aucun discours politique aujourd'hui ne manque d'évoquer ? Alors c'est compliqué parce qu'à la fois on peut se considérer comme dans un parcours un peu particulier, notamment quand on, vous l'avez rappelé, prend en compte le contexte, le milieu. Et moi, j'ai toujours considéré justement que à la fois mon parcours, je le dois à mes parents et à la façon dont ils nous ont justement éduqués pour que nous puissions nous émanciper, parce que c'est la question de l'émancipation qui est au cœur de mon parcours. Et puis à la fois, je rends hommage évidemment à l'école de la République, qui m'a permis et qui nous a permis à mes frères et sœurs d'avoir le chemin que l'on a. Mais je ne veux pas non plus, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, je ne veux pas non plus en faire une exemplarité dans le sens, vous voyez, c'est possible, on y arrive. Si vous n'y arrivez pas dans les mêmes conditions, c'est que vous ne le vouliez pas. Je sais aussi, dans mon fort intérieur, les éléments de motivation, de détermination qui m'ont permis aussi d'arriver à ce chemin et à ce parcours. Donc à Nancy, vous êtes engagé dans des études universitaires qui vous ont conduit à décrocher 2 diplômes Bac+5, un DESS Administration des entreprises et un DEA, aujourd'hui on dit Master 2 de sciences de gestion. Dans les années 90, vous aviez animé une association de quartier intervenant dans la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme. En 1998, à l'aube des années 2000, de l'an 2000, vous avez créé la délégation régionale de l'ADI. C'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Pour faire court, c'est l'accompagnement au microcrédit de personnes modestes qui souhaitent créer leur entreprise. C'est exactement ça. Vous avez occupé différents postes de direction au niveau local et national jusqu'en 2021, sauf pendant votre mandat de député, là, bien entendu. Quand vous êtes élu député justement en 2012, vous êtes quasiment une nouvelle venue en politique. Vous étiez déjà engagé en 2008 au municipal. À l'époque, vous n'étiez pas membre du Parti socialiste, c'est venu après. Vous aviez été repéré par Mathieu Klein, si je ne me trompe pas, et Michel Dinet, qui avait c'est ça. un peu cerné les jeunes pousses et les engagements citoyens dans la cité. Vous étiez donc en 2008, je disais, sur la liste municipale, la liste était conduite à l'époque par Nicole Creusot. Et puis, en 2012, vous êtes la divine surprise pour le PS. Vous faites basculer la circonscription à gauche, ce qui avait déjà été le cas par le passé, mais là, ça avait été conquis de haute lutte. Ouais. Vous appartenez alors à la commission des affaires sociales. C'est là généralement qu'on fait ses classes, mais c'est la commission qui vous correspondait le mieux. Et puis, vous avez notamment été l'auteur de la loi qui encadre toujours le statut des stagiaires, pour éviter une trop forte exploitation, qu'on va dire, des stagiaires dans les entreprises ou les administrations, bref, de quel que soit l'employeur public ou privé. À la fin du mandat de François Hollande, vous étiez devenue une députée critique, voire frondeuse. Quel souvenir vous en gardez ?
C'était un mandat extrêmement passionnant et difficile à la fois. Passionnant parce qu'on porte la parole nationale des engagements de politique nationale. Et puis, c'était difficile parce qu'effectivement, il y avait des choix pour lesquels j'étais en désaccord. Et donc, un certain nombre de ces choix, et les deux plus forts étaient bien évidemment la loi travail et la déchéance de nationalité, où la déchéance de nationalité a été une véritable blessure pour moi. Après votre défaite en 2017, vous ne renoncez pas à la politique. Vous êtes proche de Mathieu Klein et vous investissez dans les municipales. D'ailleurs, votre nom circule pour diriger la liste des municipales. Il y avait débat chez les socialistes. Et il paraît, et finalement, c'est Mathieu Klein qui emporte le morceau, mais vous n'en voulez pas. Ce qui n'avait pas été un sujet. Non, ce qui n'a jamais été un sujet. Qui avait été un peu un sujet. Enfin, ça avait circulé, mais pas pour vous. Non. C'est pas un sujet. Vous êtes resté toujours très proche. Puisqu'on parle du triumvirat Mathieu Klein, Chénez Skirouni et Bertrand Masson, qui est lui-même aujourd'hui adjoint d'ailleurs à la culture, et vous parvenez à faire basculer Nancy à gauche, ce qui est une première depuis la Libération. Vous devenez alors 3e vice-présidente de la métropole, chargée de la transition écologique. On aura peut-être l'occasion de leur parler parce qu'on met beaucoup de choses derrière sous ce mot valise. Mais en politique, les calendriers sont éminemment révisables et fluctuants, alors que votre nom circule pour les législatives suivantes. Vous êtes finalement propulsé en 2021 à la tête du département, puisque vous aviez en quelque sorte succédé à Mathieu Klein sur son canton historique. Vous avez d'ailleurs été sa suppléante en 2011. C'est vrai, bonne mémoire. Voilà. Donc, vous devenez présidente suite à la défaite de Valérie Bosserlec sur le canton de Laxou. Et comme vous devenez patronne du département, vous renoncez à vos fonctions exécutives au sein de la métropole. Vous n'étiez pas obligé, la loi ne vous obligeait pas à le faire. Mais c'est l'esprit monomandat ou presque à la Michel Dinet. Mathieu Klein, c'est une philosophie particulière ? C'est à la fois une philosophie, puis c'est aussi un respect d'un engagement, et notamment sur des grandes responsabilités comme présidente de département. Je pense qu'il faut aussi prendre tout le temps justement pour assumer ses responsabilités. Le conseil départemental compte 46 conseillers. Le groupe PS écologiste et apparenté, c'est 20 personnes, si j'ai bien compté. Et le groupe Front de Gauche... Républicains et citoyens. PC et LFI, c'est toujours parfois un peu compliqué à se retrouver dans cette nébuleuse à la gauche de la gauche. C'est 10 personnes. Donc, on peut avoir... la droite, c'est donc 16. On peut avoir donc 2 lectures. On peut dire que vous êtes à la tête d'une confortable majorité. Ou on peut dire aussi que vous êtes otage de votre flanc gauche, puisque sans le front de gauche, vous n'avez pas de majorité. Quelle est votre version ? Ah non, ma version, elle est vraiment claire et nette. Nous sommes vraiment une majorité, une belle majorité, et nous sommes extrêmement conscients collectivement de notre responsabilité, surtout dans un contexte de cohésion sociale fragilisée, de montée de l'extrême droite. Donc c'est plutôt justement une majorité qui travaille, qui a des débats, qui mène ces débats à l'intérieur de l'Assemblée, et vous pourrez constater qu'à l'extérieur, il y a une solidarité exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est le miroir inversé de ce qui se passe à l'Assemblée, où la NUPS est dans les mains de Mélenchon, il faut le dire un peu les choses simplement, alors que là, c'est quand même plus divers et que c'est quand même le PS qui domine. On pourra en rediscuter, mais moi, je ne partage pas l'idée que la NUPS est aux mains de Mélenchon. J'ai une lecture complètement différente, même si je conviens, et j'en conviens, que l'union a été faite dans des conditions extrêmement compliquées, très rapidement après les présidentielles. Nous connaissons les résultats des présidentielles, notamment les résultats pour le Parti socialiste et sa candidate. Nous connaissons aussi le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai que la présidentielle a mis Jean-Luc Mélenchon au centre du jeu. Mais pour moi, la NUPES, elle est quand même une composition, une union de plusieurs formations. LFI en fait partie avec sa force peut-être principale, mais
objectivement, qui est lié au présidentiel. Dans l'électorat de gauche, les gens ont fait le choix du vote utile, et le vote utile à ce moment-là, il a été Mélenchon et pas les autres formations. Donc on reviendra sans doute sur les tensions qu'on sent d'ailleurs aujourd'hui au sein de la NUPES. Pour compléter votre biographie, je ne voulais pas oublier, comme je vous ai attaché à la lutte contre toutes les discriminations, vous aviez reçu en 2017, c'est d'ailleurs pas dans votre bio officiel, je vous le disais juste avant l'émission, j'ai retrouvé ça sur Wikipédia, la Wood d'or de la personnalité politique. C'est une distinction délivrée par l'Association des journalistes LGBT et qui récompense des artistes, des journalistes ou des personnalités qui valorisent la lisibilité de ces thématiques. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà pour vous parce que vous luttez pour le droit des femmes, pour la liberté d'expression, enfin très largement la dignité de tous les êtres qui vivent sur cette planète. Exactement, ça fait partie de mon engagement historique. Voilà, c'est votre ADN. C'est mon ADN, c'est mon ADN. Et lorsque j'étais députée, j'ai eu l'occasion de porter un certain nombre d'amendements, dont l'amendement qui n'avait pas été retenu, malheureusement, concernant justement le changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes transgenres qui souhaitent changer de genre. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Donc après la présentation de votre parcours, là maintenant, on va rentrer directement dans le présent parce que vous êtes présidente d'une institution importante, même si les départements ont moins de compétences, on reviendra sur ce sujet. Le conseil départemental, c'est quand même un budget de 830 millions d'euros à peu près, dont 60% est dédié au social, pour faire simple. Vous êtes à peu près d'accord sur les proportions. Il y a un investissement, vous avez situé l'investissement quand même à peu près un peu moins de 100 millions quand même, à 91 millions. On a à peu près un budget de 700 millions d'euros en fonctionnement et on va dire à la louche 100 millions d'euros en investissement, mais vraiment de manière large. Voilà, et un très faible endettement d'ailleurs, au point où même votre opposition vous a déjà reproché de ne pas suffisamment vous endetter, ce qui est quand même assez exceptionnel d'entendre ce discours à droite d'ailleurs. Oui, surtout quand je vois l'état des finances de la métropole, je vais vous dire, heureusement pour moi que le département a été géré de cette manière et pas à la façon métropole. Bien, donc revenons sur les principales compétences sur le département, c'est surtout des compétences sociales, notamment le RSA, le fameux RSA. Vous êtes à chaque fois obligé, si j'ose dire, le département met de sa poche. Est-ce qu'aujourd'hui, le RSA, c'est plutôt une augmentation ou vous sentez plutôt un tassement du nombre de bénéficiaires ? Je suis très prudent en vous posant la question parce qu'on sait qu'il y a à peu près 30% des personnes qui, en raison d'un certain nombre de difficultés, ne demandent pas leurs droits. Exactement. Alors, vous l'avez rappelé, le département, le cœur de ses missions, le cœur de ses politiques publiques, ce sont les politiques publiques de solidarité. Donc, RSA, allocation pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, ce sont vraiment le cœur des politiques publiques. Concernant le RSA, on a aujourd'hui une stabilisation du nombre d'allocataires du RSA qu'il est un peu compliqué d'expliquer compte tenu du contexte, mais c'est vrai qu'on considère qu'à peu près 30% des personnes qui pourraient être éligibles au RSA n'en font pas la demande. En parallèle, si je sors de l'indicateur RSA, ce qui est extrêmement préoccupant, et un certain nombre de rapports viennent de sortir, notamment le rapport du Secours catholique, qui donne des éléments chiffrés concernant la précarité, la pauvreté, et je le fais en simple, les pauvres sont encore plus pauvres, et les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres se renforcent. Oui, numériquement, il n'y a pas une augmentation. Il y a à peu près 12 millions de personnes qui ont un niveau de vie très modeste en France. Ça n'a pas explosé, mais les pauvres sont effectivement de plus en plus pauvres. C'est le rapport du Secours catholique qui est sorti la semaine dernière. Et puis, dans ce contexte d'inflation, d'augmentation du coût de l'énergie, des carburants, le reste à charge, à vivre, il doit être de un peu plus de 7 euros. Vous imaginez par personne 7 euros. Donc pour se nourrir, se vêtir, etc. Et que peut faire le département là-dessus ? Alors justement, le département, dans ses politiques de solidarité, à la fois en accompagnement des allocataires du RSA,
il y a le versement, bien évidemment, de l'allocation, mais il n'y a pas uniquement le versement de l'allocation. Il y a les politiques d'accompagnement, d'insertion que nous menons directement ou indirectement avec des partenaires qui travaillent dans le champ de l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, lever les différents freins, les difficultés à l'insertion, que sont les problématiques de santé, de logement, d'emploi, de mobilité. Et le département a une politique publique offensive. Et puis, il y a la question aussi plus globale, si on sort des allocataires du RSA, un peu plus universaliste, pour accompagner les ménages les plus modestes, les foyers les plus modestes, et pour faire face aux difficultés en ce moment. Donc avec les collèges et une restauration, une cantine, avec des prix et une tarification solidaire, le premier tarif pour les familles les plus modestes, il est de 50 centimes d'euros. Donc, c'est aussi une façon d'accompagner les familles. Vous avez pu noter une augmentation du nombre de jeunes qui étaient inscrits à la cantine. Je vais vous dire, c'est une particularité du département de Meurthe-et-Moselle. On a été identifié pour être l'un des départements où les enfants, les élèves qui déjeunent à la cantine sont les plus nombreux. Ça représente à peu près 70%. On a à peu près 66 collèges, donc on a 66 collèges, on a 70% des élèves qui déjeunent à la cantine parce qu'effectivement, on a une tarification solidaire et nous n'avons pas augmenté les tarifs malgré l'inflation actuelle qui nous touche. Donc justement, dans les cas de pauvreté, ce sont les enfants les premières victimes. L'une de vos compétences, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et j'entendais hier soir sur la 5, la défenseure des droits, Claire Hédon, attirer l'attention sur le manque de moyens, les insuffisances de l'aide sociale à l'enfance. Elle pointait 2 départements, c'était la Somme et le Nord. Où en êtes-vous ? Quelle est la situation en Meurthe-et-Moselle ? Concernant la Meurthe-et-Moselle, c'est une situation qui, en tout cas en termes budgétaires, c'est une politique publique qui connaît une augmentation de son budget régulièrement. Donc on a créé des places pour pouvoir accueillir des jeunes. On a créé et inauguré récemment une nouvelle pouponnière. La pouponnière, c'est le lieu où on accueille les tout petits. Quand je dis tout petits, les bébés et des bébés qui sortent de la maternité. Et nous avons également un accompagnement des jeunes dans le cadre de contrats jeunes majeurs pour éviter les ruptures à l'âge de 18 ans. Parce que un gamin qui sort de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à 18 ans, il y avait une rupture et plus d'accompagnement. Donc le département de Meurthe-et-Moselle, depuis longtemps, travaille cet accompagnement, ce contrat, jusqu'à l'âge de 21 ans. Et nous avons même élargi jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais je ne veux pas présenter cette politique publique comme une politique publique où tout va bien. C'est une politique publique qui est extrêmement compliquée. Les difficultés auxquelles font face les familles sont graves, de précarité, de carence éducative, affective, qui fait que il faut qu'on soit beaucoup plus offensif. Et malheureusement, nous avons une grande difficulté qui touche tous les départements. C'est un secteur social en termes d'attractivité, de recrutement, de formation, qui est en grande difficulté. Donc le recrutement de travailleurs sociaux, d'éducateurs est pas facile. Et nous avons, même lorsque nous créons des postes, nous n'arrivons pas toujours à les pourvoir. Nous avions à une époque beaucoup d'assistants familiaux et d'assistantes familiales qui pouvaient s'occuper des enfants. C'est une vocation qui se perd. Donc nous avons aussi beaucoup de mal à recruter des assistantes familiales et des assistants familiaux. Donc nous recrutons aussi des parrains pour que les enfants qui sont en foyer puissent, le week-end, vous avez la possibilité, tout le monde, je le propose aux auditeurs et aux auditrices, si vous avez un peu de temps le week-end pour accueillir un enfant, l'emmener au cinéma, au concert, un week-end en sortie, voilà, nous recherchons des parrains. D'accord. Et des marraines. C'est bien noté. On reviendra aussi sur l'accompagnement des mineurs, qu'on appelle les MNA. Le terme est horrible. C'est mineurs non accompagnés qui viennent de pays étrangers, essentiellement d'Afrique, mais parfois d'Afghanistan. On reviendra sur cette partie en deuxième partie d'émission avec les questions nationales.
Autre gros poste, vous y avez fait allusion du département, ce sont les collèges, donc avec le plan collège nouvelle génération. Il y a un collège qui va bientôt être inauguré, qui est le collège Niki de Saint-Phal, le collège dit Artem. Est-ce que finalement ce plan s'est déroulé comme vous l'avez souhaité? Est-ce qu'il y a encore d'autres projets, et comment faire face aussi face à la baisse démographique du côté des lycées? La région s'apprête à fermer 10 lycées, notamment pour des raisons démographiques. Ça va bientôt frapper les collèges. Comment vous positionnez là-dessus? Juste pour une information, donc on inaugure le collège Niki de Saint-Phal ce samedi matin, donc, et la rentrée évidemment s'est faite sans aucun problème, mais l'inauguration n'avait pas été faite. Un collège à énergie positive, je veux le rappeler, parce que dans un contexte de crise énergétique, c'est important de démontrer que le département, en termes d'investissement et dans le cadre de sa politique nouvelle génération, qui a été engagée maintenant depuis de nombreuses années, c'est aussi permettre aux élèves de travailler non seulement dans de très bonnes conditions, aux élèves, aux équipes pédagogiques, à nos agents dans les cantines. Donc le plan Collège Nouvelle Génération, la politique Collège Nouvelle Génération, c'est aussi une politique qui vise à améliorer le bâti et notamment rénover ou reconstruire ou construire de nouveaux collèges. Aujourd'hui, notre programme, il est plutôt bien suivi. Nous n'avons pas de retard. Nous avons à peu près 66 collèges. Un certain nombre sont en cours de rénovation, une trentaine. Et nous faisons le lien avec l'éducation nationale justement pour mesurer la question démographique. Aujourd'hui, pour le moment, le programme qui a été engagé de manière prévisionnelle n'est pas remis en question, avait été intégré depuis suffisamment longtemps, en tout cas anticipé la question de la baisse démographique. Donc pour le moment, le plan Collège Nouvelle Génération, tel qu'il a été imaginé en termes démographiques, ne va pas connaître Donc il n'y a pas de fermeture de collège à l'horizon. Pas du tout, non, pas du tout. Non, notre enjeu, c'est vraiment en lien avec la crise énergétique et les conditions de travail des élèves, des éducateurs, des équipes et de nos agents, c'est la question plutôt de la rénovation des collèges. Lié au collège, pas seulement au collège, mais c'est dans votre compétence, ce sont les transports scolaires qui maintenant, c'est devenu une compétence de la région. Je ne suis pas sûr que ça soit été la meilleure idée du législateur, là. Mais le département conserve la compétence du transport scolaire pour les élèves handicapés. C'est ça. Vous avez fait le choix de continuer, si j'ose dire, à subventionner la gratuité. Vous étiez l'un des rares départements, si ce n'est le seul d'ailleurs, dans le Grand Est, je crois, à avoir proposé la gratuité. À l'époque, vous aviez la compétence. Oui. Vous continuez de subventionner et d'aider. Est-ce que vous avez évalué, non pas le coût, là, j'imagine que vous connaissez le coût, mais si il n'y a pas un peu de la perte en ligne, s'il n'y a pas une partie des parents qui prennent la carte et qui ne profitent pas du bus, des transports scolaires pour emmener les enfants? Est-ce qu'il y a pas... Non, vous avez rappelé que effectivement c'était une volonté du département et qui aurait pu être remise en question puisque nous avons donc renouvelé avec la région justement le marché et la contractualisation. Donc nous aurions pu nous retirer, le département aurait pu se retirer. Au contraire, j'ai réaffirmé en tant que présidente la volonté de poursuivre avec notre majorité départementale cette solidarité territoriale et accompagner les parents pour que tous les élèves puissent bénéficier. Quand je dis tous les élèves, il y a un certain nombre de conditions, notamment la proximité du collège, le collège de secteur, etc. Parce que peut-être que certains se diront, je n'y ai pas droit. Non, si vous êtes au-delà des, je ne sais plus, 2 kilomètres du collège, vous n'êtes pas éligible. Et si vous faites le choix d'un autre collège que le collège du secteur, non plus. Mais en tout cas, c'est une volonté et nous avons réussi avec la région à trouver des modalités de partenariat. Et c'est bien sûr de la facturation réelle. C'est-à-dire que celui ou celle qui n'utilise pas, il n'y a pas de facturation. Donc on a bien la région qui facture auprès des familles qui utilisent le transport en commun, le transport scolaire, pardon. Et cette facture, il y a le montant et
le montant de l'intervention du département qui fait qu'on arrive à un total zéro. Et je vais vous dire, je suis d'autant plus fière d'avoir confirmé cette gratuité, cette participation à la solidarité des territoires et des familles, parce que quand je vois les difficultés auxquelles font face les familles en ce moment, entre notre politique tarifaire de la restauration, la politique tarifaire en termes de transport scolaire et la gratuité, je me dis qu'on peut être fier d'être un département qui est dans la proximité et la solidarité en termes de politique publique. J'avais une question incidente à vous poser sur la gratuité des transports, puisqu'hier était annoncé que 80 villes avaient institué ou allaient instituer la gratuité totale des transports sur leur territoire. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? On sait déjà que la métropole du Grand Nancy a institué la gratuité le samedi et dimanche. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde, je veux dire. Puis c'est un coût, je crois, de 8 millions par an, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il faudrait instituer la gratuité toute la semaine ? Est-ce que ça peut être une idée à creuser, ça, par exemple ? En tout cas, moi, je crois que la gratuité, elle va permettre à la fois de répondre à des enjeux de transition écologique. Nous sommes en pleine COP27, et tous les jours, il y a un rapport ou une tribune qui nous rappelle le degré d'urgence dans lequel nous devons agir. Donc, pour ma part, je considère que la question des mobilités, puisque c'est un des principaux vecteurs d'émissions à gaz à effet de serre, il faut qu'on puisse, en termes de politique publique, y répondre. Donc oui, la gratuité doit permettre d'y répondre. Le maillage territorial, une gratuité en intégrant bien évidemment des transports en commun efficace. Et puis, en termes de pouvoir d'achat, en pleine crise énergétique, en pleine crise de carburant, je me dis que ça peut faire partie d'une réponse, pas toutes les réponses, parce que je sais que certains c'est une citoyens... des réponses possibles. C'est une des réponses possibles. Je sais que certains citoyens, pour le moment, ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture. Mais sur la métropole, on voit qu'on a la possibilité justement de répondre à cette crise énergétique et cette réponse en termes de transition écologique. Vous venez de faire allusion il y a quelques instants aux relations que vous entretenez avec le conseil régional, notamment un certain nombre de conventions ou de facturations. Comment se passent les relations avec la région et comment se passe la relation avec les autres départements lorrains ? Alors, la relation avec la région, c'est une bonne relation partenariale, même si nous ne partageons pas toutes les orientations politiques, même si en ce moment, je regrette peut-être que dans la méthode concernant la fermeture d'un certain nombre de lycées, je crois qu'il faut associer de manière beaucoup plus forte les territoires, les habitants et les élus. Mais en tout cas, nous réussissons avec la région à trouver des modalités de travail et surtout prendre en considération l'intérêt collectif, l'intérêt des territoires pour pouvoir nous consacrer à nos politiques publiques et faire ensemble que nos politiques publiques avancent et bénéficient au territoire. Et avec les 3 autres départements lorrains, vous avez des relations ? Alors avec les autres départements, même Grand Est, puisqu'on a un G9, qui fait qu'on se réunit avec la région justement pour échanger sur nos préoccupations. Et puis moi, en fonction des sujets, j'ai des dossiers en commun avec les différents départements, un peu plus fortement notamment avec la Meuse, puisqu'on porte ensemble un beau projet de e-santé, d'innovation, qui aujourd'hui permet de répondre à des problématiques de désertification médicale, de problématiques de démographie médicale. Donc ça, c'est un beau projet qu'on porte également avec l'ARS. Et puis, nous travaillons avec la Moselle sur des volets notamment transfrontaliers, puisque, vous le savez, nous avons la particularité d'être dans une région transfrontalière qui a à la fois un avantage, puisque le Luxembourg, la Belgique créent une dynamique, on a des partenariats communs, on construit des projets communs, mais on a aussi des difficultés par rapport à nos territoires et nos communes qui doivent faire face à une dynamique démographique et qui souvent n'ont pas les moyens financiers pour répondre aux besoins de services, d'équipements liés à cette dynamique démographique et professionnelle dans cet espace.
Et dernière question avant de faire une pause musicale. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les collectivités et l'État ? Elles sont très compliquées. Elles sont très compliquées parce que il faudrait presque faire un bilan et un point sur la décentralisation de 1982 à nos jours, puisque... Aujourd'hui, on est plutôt en phase de recentralisation ou de nouvelle décentralisation ? On est plutôt en phase de recentralisation, et puis on est surtout dans une grande difficulté qui est la marge d'autonomie pour les collectivités. Elle se réduit à peau de chagrin. Quand vous n'avez plus d'autonomie fiscale, vous n'avez plus l'autonomie de vos politiques publiques. Vous n'avez plus la possibilité de faire vos propres choix des politiques publiques. Et moi, je regrette ce discours, je dirais populiste, contre l'impôt. L'impôt, c'est aussi ce qui permet de financer des services. C'est ce qui permet de financer des politiques publiques. C'est ce qui permet de financer le service public et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors, on ne peut pas à la fois, et c'est un peu la contradiction des citoyens et des habitants, demander plus d'intervention, de services, d'équipements, et puis à la fois considérer que on ne les finance pas ou on ne les finance pas par l'impôt. Alors on peut équilibrer les choses, mais il faut revenir aussi à la question de comment est-ce que l'on finance les services publics et puis surtout comment l'État nous redonne la main et l'autonomie fiscale pour mener, j'allais dire, de manière autonome et responsable nos politiques publiques. Et ce serait une bonne introduction pour notre page... deuxième partie d'émission qui sera plus nationale. Maintenant, une respiration musicale. Vous avez choisi la chanson Baraï de Shervin Hajipour. Si ça ne vous dit rien, c'est devenu l'hymne des manifestants en Iran. Exactement, et c'est un hommage que je souhaite rendre au combat d'abord des femmes en Iran et puis plus largement du combat pour l'émancipation, pour la liberté du peuple iranien. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes encore en compagnie pendant encore une bonne vingtaine de minutes avec Shaini Skirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Shaini Skirouni, nous allons aborder maintenant la partie plus nationale de l'entretien. Et bien sûr, on va aborder directement l'actualité politique avec l'affaire des réfugiés, par exemple, d'Océan Viking. Est-ce que l'État, le président de la République, a bien fait d'accueillir le paquebot qui était refusé par l'Italie ? Est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce qu'il doit réitérer aussi son accueil ? Ou ça doit rester, comme l'a précisé le président de la République ou le ministre de l'Intérieur, exceptionnel ? Alors on parle de rescapés, vous l'avez évoqué, de rescapés qui étaient dans l'Océan Viking, donc le bateau qui les a récupérés, depuis 20 jours, une vingtaine de jours en mer, parce qu'ils ne trouvaient pas de port sécurisé prêt à les accueillir. Une vingtaine de jours en mer où des femmes enceintes, des enfants, des hommes attendaient de pouvoir accoster. Donc, et je ne vous raconte pas dans quelles conditions ils ont pu faire cette traversée. Il faut vous imaginer des traversées dans des embarcations de fortune, des bateaux pneumatiques où vous retrouvez une centaine de gens. Est-ce que vous iriez, vous, pour sauver votre peau, sur un bateau pneumatique, traverser la Méditerranée ? C'est ça qu'il faut se dire. Pour fuir la misère, pour fuir les guerres, pour fuir les persécutions. Et donc, ce qui m'aurait choqué, c'est qu'on ne les accueille pas. Et ce qui me choque, c'est qu'on ait mis 20 jours pour que, enfin, ils puissent accoster. Mais de manière plus large, Philippe, ce que je constate, c'est que notre politique d'accueil, les engagements et les responsabilités qui doivent être prises par les États, on a une responsabilité de sauver les gens en mer. Enfin, si ça, ce n'est pas une évidence pour les États... Quant aux rétorques, c'est favoriser ou alimenter les réseaux de trafiquants, ça vous fait bondir ? Ou vous dites, tiens, ça à prendre en compte... Mais est-ce que Frontex fait vraiment son travail ? Non, mais qu'il y ait des réseaux de trafiquants, qu'il faille lutter contre les réseaux de trafiquants, mais
c'est une évidence, mais je n'ai même pas à défendre ce sujet. Mais est-ce que l'Europe fait le job là, dans Mais ce domaine? ce que nous ne saisissons pas, c'est que ces personnes partent dans les conditions que vous imaginez, que j'ai rappelées, en payant effectivement une fortune des trafiquants, des salopards qui savent très bien dans quelles conditions ils mettent ces hommes, ces femmes et ces enfants dans ces bateaux pneumatiques. Et aujourd'hui, nous devons intégrer cette donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité à intégrer 250, 300 réfugiés dans une population de 64 millions en France ou 400 millions en Union européenne. Non, ça, c'est pas possible. Pour la France, ça fait 2 personnes par département. 2 personnes par département. Justement, parmi ces rescapés, il y avait 44 mineurs, dont 26 d'ailleurs viennent de s'enfuir pour essayer de rejoindre la famille en Allemagne ou aux Pays-Bas, si j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes prêt, vous, par exemple, en termes de département de Meurthe-et-Moselle, d'accueillir une partie de ces mineurs si la demande vous est faite par l'État ? Bien sûr que le département est prêt si l'État nous en fait la demande. Mais moi, je crois qu'il faut élargir la question. En fait, la question migratoire, la politique de migration, d'immigration. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça doit être quoi, la 20e loi qu'on... Pas loin, il y en a déjà eu 18, je crois. Voilà, donc pas loin de 20. Le problème, c'est qu'il faut revenir à la raison. Il faut arrêter l'instrumentalisation de cette politique migratoire. Et il faut faire face. Aujourd'hui, il y a des situations de guerre, de persécution, de réchauffement climatique qui font que, notamment la question du réchauffement climatique, il va y avoir des millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui vont se déplacer. Ça a déjà démarré. Donc, soit l'Union européenne, pas la France toute seule, pas l'Italie toute seule, soit l'Union européenne prend à bras-le-corps ce sujet en structurant, en organisant, en répartissant, en mettant les moyens. Parce que, évidemment, moi, je comprends les pays qui se retrouvent face à ces difficultés parce que personne ne les aide. Donc, l'Union européenne, moi, j'en appelle à l'Union européenne pour qu'elle puisse mettre en œuvre une politique migratoire structurée, en répartissant les personnes, et puis surtout qu'on y mette les moyens. Et mettre le moyen, c'est aussi aider les départements qui accueillent effectivement un certain nombre de mineurs non accompagnés, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Mais est-ce que vous pensez qu'on en prend vraiment le chemin et que la société est prête aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un basculement de la société ? Je vais citer 2 exemples, que vous connaissez bien. C'est la polémique qui est née autour de l'installation d'un bâtiment pour accueillir des mineurs non accompagnés à Laxou, qui a suscité une polémique, y compris au moment des cantonales, en des termes quand même assez durs. Qui a été instrumentalisé par le maire en place. Est-ce que vous pensez justement que la société aujourd'hui n'est pas en train de changer et de basculer ? Et la deuxième question que j'allais vous poser, on m'a cité il y a quelques jours dans un collège, je ne citerai pas la localisation du collège, où des parents ont appelé pour dire « moi je veux bien inscrire mon enfant dans le collège, mais il ne faudrait pas qu'il soit dans la classe d'arabe ». D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un verrou, qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle la parole décomplexée ? Oui, qui s'est libérée, la parole décomplexée. Oui. Moi, j'en appelle. Je mets des gros guillemets. Oui, mais c'est le terme. Moi, je le comprends, je l'entends, et je pense que tout le monde le comprend. J'en appelle à... aux élus, aux républicains, aux humanistes, en tout cas celles et ceux qui se considèrent dans le champ de la République. J'en appelle à leur responsabilité. C'est une bataille à la fois culturelle à mener, et puis surtout, c'est, la nécessité de prendre à bras le corps ces sujets. Non pas qu'il n'y a pas de difficultés, je sais qu'il y a des difficultés. Quand on concentre dans un territoire, dans des quartiers, toutes les difficultés économiques, sociales,
culturelle. Bien sûr que je comprends qu'on se sente en insécurité, mais je vois aussi qu'on se sent en insécurité même dans les endroits où il n'y a pas d'immigrés, où il n'y a pas d'arabes. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre, d'une instrumentalisation de ce sujet qui fait que le discours ambiant est nauséabond. Donc moi j'en appelle aux humanistes pour que ces sujets-là soient pris à bras-le-corps, mais non pas pour effacer les difficultés, mais pour se dire quelles sont les difficultés, prenons les sujets à bras-le-corps, mettons les moyens et travaillons pour que l'intégration, l'insertion, la diversité, l'assimilation, la mixité sociale, l'éducation soient en première ligne. Moi, j'ai eu la chance, mes frères et sœurs, nous avons eu la chance et nous sommes nombreux à avoir eu la chance d'avoir eu des moyens de réussir grâce à l'école de la République qui accueillait tous les enfants. Dans notre école, nous étions... il y avait une mixité sociale. Il faut qu'on puisse la retrouver. Et cette mixité sociale, elle permettra déjà au moins de faire tomber un certain nombre d'a priori et de tabous. Quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce matin qu'il a donné consigne au préfet d'accélérer la mise en œuvre des OQTF, donc les obligations de quitter le territoire, pour vous, c'est une mesure administrative qui s'impose ou c'est une façon de souffler sur les braises ? Mais... Je vais le dire très clairement, c'est de la mesurette. Ça ne répondra pas aux problématiques auxquelles nous devons faire face. Je vous ai évoqué les guerres, j'ai évoqué les persécutions, le piétinement des droits de l'homme dans un certain nombre de pays, le réchauffement climatique qui va mettre sur les chemins, les routes et les mers et les océans des millions de personnes. Donc, soit... Ce qui est annoncé par tous les spécialistes. Mais bien sûr, c'est pas de l'idéologie. Les scientifiques, les spécialistes et les études le disent. Donc, quand on est un responsable politique, on anticipe. On se laisse pas acculer par la situation. On anticipe. Donc, c'est pas les 5, 10, 15 ou 20 OQTF qui vont régler le problème. Et évidemment, moi, je n'évoque pas la problématique de délinquance. Moi, j'ai pas de sujet là-dessus. On peut être ferme sur ceux qui ne s'intègrent pas mais la grande majorité des cas, et les gamins souhaitent s'intégrer. Je trouve inadmissible qu'on laisse, par exemple, des familles et des enfants 10 ans sur le territoire en renouvelant les OQTF alors qu'il n'y a aucune difficulté d'intégration. Et on les laisse dans une insécurité pendant 10 ans sur le territoire. Sans les régulariser. Vous avez parlé de climat politique, enfin de climat global nauséabond. Comment vous qualifiez le climat politique, notamment avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il n'y ait plus de plafond de verre et que Marine Le Pen l'emporte aux prochaines présidentielles? C'est le risque. Oui, là, toutes les digues ont sauté, les barrages ont sauté, si tant est qu'il restait... on était quelques-uns encore à faire barrage. J'en fais partie, je l'assume. Et si je devais le refaire demain, je l'assumerai. Pour plein de raisons, mais je l'assumerai. Mais oui, les digues... donc, moi, je suis extrêmement inquiète pour les prochaines présidentielles. Si on continue comme ça, c'est Marine Le Pen qui sera élue, si elle est candidate. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est le renforcement aussi de la radicalité en politique? Vous voyez où je veux en venir? On va revenir sur le débat plus politicien, j'ose dire, de l'alliance à gauche de la NUPES, où on a quand même le sentiment que c'est quand même Mélenchon qui tire un peu les ficelles. Est-ce que vous contestez vous-même? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, à la veille du congrès du PS, vous continuez à soutenir Olivier Faure? Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre voie possible telle que la propose Bernard Cazeneuve? Comment vous vous situez? Bernard Cazeneuve a quitté le Parti socialiste. Donc après, c'est un peu compliqué pour celles et ceux qui quittent le parti et qui donnent des axes et des orientations. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Bernard Cazeneuve. Je vais même vous dire une chose. Si Bernard Cazeneuve avait été Premier ministre suffisamment tôt dans le quinquennat d'Hollande, on n'aurait pas eu le quinquennat que nous avons eu. Donc vous imaginez le respect que je peux avoir pour Bernard Cazeneuve. Mais la question de la NUPES, en fait, c'est la question plus large de où en est la gauche aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, la gauche, toute mouillée, elle pèse, 30%. Donc moi, je veux bien qu'on remette toutes
toutes les responsabilités de l'état de la gauche sur Jean-Luc Mélenchon. Il peut peut-être en prendre sa part, j'en sais rien, s'il le veut bien, mais il ne faut pas non plus considérer que LFI et Jean-Luc Mélenchon sont responsables de l'état de la gauche. Il faut qu'on regarde chacun, nous, devant notre porte. Mais aujourd'hui, je vais prendre un exemple précis, Chani Eschioni, je vais un peu vous provoquer. Quand je vois, ça remonte à hier, tout simplement, LFI, dont vous avez une représentante parlementaire, qui est Caroline Fiat, là, au sein de votre majorité, et c'est notamment Caroline Fiat qui porte cette proposition de loi de réintégrer tous les soignants qui ont refusé la vaccination à l'hôpital. Première proposition de loi. Deuxième proposition de loi, c'est d'indemniser tous les gilets jaunes et de demander l'amnistie. Est-ce que le Parti socialiste, derrière, peut suivre ? Mais vous l'avez bien vu que sur un certain nombre de sujets, nous ne suivons pas. Sur un certain nombre de sujets, nous ne sommes pas d'accord. Et quand nous ne sommes pas d'accord, nous le disons. Vous évoquez Caroline Fiat. Sur ces sujets-là, je suis en désaccord. Mais Caroline Fiat, c'est l'aide-soignante qui a mis sur la table de manière forte la question des aides-soignants. C'est Caroline Fiat qui a mis sur la table la question de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD. C'est Caroline Fiat qui a rédigé un rapport avec une députée de La République En Marche concernant justement l'absence de moyens et la nécessité de mettre beaucoup plus de moyens dans les maisons de retraite et dans les EHPAD. Donc, tout n'est pas noir, tout blanc. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit. C'est pour ça que je rappelle que la NUPES, c'est une union. Les formations existent, elles sont indépendantes. Le PS existe, Europe Écologie existe, le PC existe. Le PC aussi peut avoir des désaccords avec LFI. Il peut être en accord avec LFI, nous en désaccord avec LFI et le PC. Mais c'est ça l'union de la gauche et des écologistes. Le Parti socialiste, ça allait de Gérard Filoche à Pierre Moscovici, ou en passant par Martine Aubry, en passant par Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve et Chevènement. C'est une question que je pose souvent aux politiques, que je reçois dans cette émission. Est-ce qu'on n'est pas à une fin de cycle ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un éclatement des lignes, des courants pour une recomposition dont personne ne connaît les contours. Je ne sais pas si on est en fin de cycle. Je considère que la grande responsabilité quand même du président de la République et d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir mis une espèce de marasme en considérant qu'on enjambe les partis, on enjambe les corps intermédiaires et en décidant que la relation, elle se fait entre le président de la République et directement le citoyen. Sauf qu'on a bien vu que des partis, quels qu'ils soient, gauche, droite, des syndicats, d'employeurs, de salariés, structurent les associations, les fédérations, c'est la respiration démocratique et structure les débats. Là, on n'a plus d'espace pour structurer les débats. Les débats, ils se font sur Twitter ou sur, un certain nombre d'émissions. J'ose même pas donner le nom. On insulte les gens matin, midi et soir. Donc, pour ma part, je crois que si... C'est pas le cas sur RCN, je tiens à préciser. Pas du tout. Oui. Vous comprenez de quelle émission télé je parle. Mais vous comprenez aujourd'hui que nous avons une responsabilité face à la montée de l'extrême droite. En 20 ans, nous avons l'électorat de l'extrême droite qui augmente, qui se renforce. Nous avons 89 députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait ? On se chamaille chacun dans son périmètre. Donc nous avons la responsabilité de répondre aux difficultés sociales, de pouvoir d'achat, de crise énergétique, de transition écologique. Et c'est ça qui doit guider notre action. Et les élus, les responsables politiques à tous les niveaux devront rendre compte en fonction de la manière dont ils se sont positionnés. Donc moi, j'en appelle aussi, et chez nous, au Parti socialiste, à prendre nos responsabilités et à retrouver la voie de la raison. Donc moi, oui, je soutiens Olivier Faure. Que pèse encore le Parti socialiste après l'échec présidentiel ? C'était pas une erreur de soutenir Anne Hidalgo, hein, où personne ne voulait y aller, elle s'est sacrifiée. Mais ça aurait été Anne Hidalgo, ça aurait été un autre candidat. Nous aurions, obtenu ce résultat à 0,5 ou 1 point près, si vous voulez. Mais non, vous comprenez bien que le Parti socialiste, ce qu'on appelle le social-libéralisme, pas la social-démocratie, mais
je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion. Nous ne savions pas et nous n'avons pas réussi à poser justement le cadre de nos orientations, de ce que nous défendons. Donc là, on repositionne le PS à gauche. Je le redis, durant le quinquennat... Tout ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le PS avait oublié de réfléchir pendant 5 ans, là. Durant le quinquennat... Non, ces 5 ans, là ? Oui. Attendez, 2017, on s'écrase complètement, l'avion s'écrase, tout le monde est reparti chez soi en s'occupant de son territoire. Et on a dit, voilà, débrouillez-vous. Donc, moi, je remercie Olivier Faure d'avoir quand même tenu la boutique, parce que même moi, en 2017, j'ai pris du recul par rapport au national et je me suis dit, là, moi, je vais me concentrer sur le national. Donc, je prends ma part. Et je sais que les collègues aujourd'hui qui se réveillent, notamment les responsables politiques, certains sont partis, certains sont toujours là. Entre 2017 et 2022, ils n'ont rien fait. Donc on ne peut pas reprocher à Olivier Faure d'avoir rien fait. Tout le monde, j'allais dire, s'est retrouvé dans une grande difficulté et s'est concentré sur le territoire. Alors on va essayer. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Après ces 2 focus sur l'actualité nationale, on va essayer de terminer l'émission sur une note plus légère. Je vais passer au questionnaire de Proust, Shahinez Kirouni, revisité par mes soins. Avec première question, votre principal défaut? Impulsive. Votre première qualité? Déterminée. Votre couleur préférée? Rouge. Votre référence politique historique préférée? Alors, historique, Gisèle Halimi. Ce que vous appréciez le plus chez les autres? L'empathie, l'écoute. Votre style de musique? Je glisse parce que je sais que votre compagnon est musicien, vous êtes sensible à la musique. Quel est votre style de musique préféré? J'aime bien le rock et la chanson française. Le mot que vous détestez le plus dans la langue française? Haine. Le plus beau mot de la langue française? Humanisme. Vraiment, votre plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir... On va dire de femme politique. Ouais. Alors, souvenir, durant le quinquennat, la déchéance de nationalité, je l'ai dit, m'a extrêmement blessée. Et votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. Alors, c'est en lien avec l'humanisme et mes valeurs. Je suis très attachée à l'interculturalité, à l'échange entre les peuples. Et donc, j'ai une espèce un peu de rêve comme ça, de grande réconciliation entre les peuples. De métissage universel? Ouais, de métissage universel. Et j'aime beaucoup, notamment, si je devais évoquer des pays, je pense évidemment à la France, mon pays, et je pense à un pays de cœur qui est l'Algérie. Et dans l'Algérie, il y a cette diversité entre les Juifs d'Algérie, les Berbères, les Kabyles. Et j'ai toujours cette espèce de rêve les harkis, de rêve de réconciliation. Et on va terminer par la question surprise traditionnelle dans cette émission, avant de passer par point final musical. Ce que vous n'avez jamais dit publiquement et que vous seriez prête à nous déclarer là maintenant, là tout de suite? Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'ordre de l'intime. Je ne suis pas encore prête à le dire publiquement. Donc, rechercher ce que j'aurais pu dire publiquement. Alors, je ne sais pas si beaucoup savent que j'adore Louis de Funès. C'est un de mes acteurs comiques préférés. Mais quand je dis j'adore, c'est que je peux regarder en boucle avec mes frères et sœurs 150 fois les films. Et donc, je fais bien de Funès dans Hibernatus, quand il dit « Elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edme. Eh bien, nous allons terminer par une chanson que je vous ai donné le titre tout à l'heure, que vous aimez aussi, La montagne de Ferrat.
RCN, www.rcn-radio.org